Méditerranée orientale. Le détroit d'Ormuz s'embrase. Il y a quelques jours, la France a déclenché l'alerte maximale. Le Charles de Gaulle n'est plus en zone d'exercice. Face à la crise iranienne, il devient le fer de lance de notre marine. À son bord, 2000 marins. Leurs missions viennent de changer de dimension. L'erreur n'est plus une option. Voici les visages du bouclier français. Ça va, Momo ? Les crises se décident loin d'ici, mais elles se vivent à bord. Tu restes 2 secondes là pour mon... Je vais mettre le pare-balles, tu vas me filer un coup de main. Pour la caisse à mune, chef. Moi, il faut que tu passes maintenant mon sac et mon pare-balles, s'il te plaît. C'est parti. Mehdi a 23 ans. Il est fusilier marin. Avant chaque mission, le même rituel. Récupérer son arme et prendre sa place dans le dispositif. Les fusiliers marins, donc c'est un peu la branche combattante de la marine. Un fusilier marin, donc c'est un homme qui est armé, qui sait se servir de son arme en tout temps et en tout lieu, donc qui a la connaissance de l'armement et qui, si besoin, pourra s'en servir. Donc ça aussi, c'est une très grande responsabilité et c'est pour cela que les formations sont constantes. Cactus 0 de Cali. Cali de HKG3, veille normale. Bien pris. Pendant les postes de combat, j'ai le rôle donc de ce qu'on appelle le HKG3, donc c'est aussi le nom de l'arme. Donc j'ai un rôle de tireur de précision. Donc ce rôle-là est essentiel à la sécurité du bateau lorsque l'on passe des points très sensibles, donc comme le canal de Suez, le détroit de Malacca et encore le détroit de Messine.
Le détroit de Messine. Quelques kilomètres de mer entre la Sicile et l'Italie. Un passage obligé pour rejoindre la zone d'opération. Mehdi est à son poste de tir. La vigilance ne se relâche jamais. Pour moi, c'est une très très grande responsabilité. Donc je suis un peu les yeux et les oreilles du bateau, de par mon point de vue et ma capacité à rendre compte de tout ce qui est bateau suspect. Je dois être paré à appliquer un feu à tout moment en fonction de la menace. Sur le pont d'envol, les marins profitent d'un dernier moment suspendu. Mais pour les fusiliers marins, la mission a déjà commencé. Au moment où on observe un formidable réarmement naval dans l'ensemble des régions maritimes du monde, à commencer par l'océan Indien, l'océan Pacifique, mais également la Méditerranée, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la plupart des pays qui souhaitent développer une grande marine souhaitent acquérir, sont en train d'acquérir l'outil qu'est le porte-avions et son groupe aéronaval pour pouvoir l'accompagner. Donc le porte-avions est plus que jamais aujourd'hui un outil de puissance à la fois politique mais militaire également, qui permet aux pays qui ont une ambition maritime de pouvoir la réaliser, que ce soit pour la maîtrise des espaces sous souveraineté, mais également dans des perspectives sans doute de projection de puissance comme la France le fait depuis des années. Donc on marche à 35, ouais c'est ça, donc on a 20 minutes. Le temps de finir de briefer et de se préparer. Donc on sera à la masse max au décollage, la M1 sera acquise, la M2 à 3 tonnes 360, la M3 est à 3 tonnes 480. On a les deux HES qui sont acquis, la VZ mono à 300 pieds minutes et une HSD à 210 pieds. Voilà pour ça. Une fois de retour sur le porte-avions à pontage, c'est le dernier vol du 3-18 pour aujourd'hui, donc ça sera rinçage puis coupure. Donc le message de ralliement classique, d'accord, indicatif, hauteur de transit, notre autonomie, nombre de PAX, transpondeur. Voilà. Ok ? C'est bon. C'est clair ? Ouais. La protection du porte-avions ne se joue pas seulement sur le pont. Allez, c'est gaz. De toute façon, il y aura juste un. Mais je sais pas si tu veux brancher. Michael a 35 ans. Pilote d'hélicoptère dans l'aéronautique navale. Allez. Bon. Pendant toute la mission, il survole la flotte. Observer, identifier, intervenir si nécessaire. Les pilotes de l'aéronautique navale, on est avant tout des marins. On a une ancre de marine sur l'épaule, donc c'est un volet de notre métier qui est prépondérant. La vocation d'un pilote embarqué, c'est dans le libellé. C'est un pilote qui a vocation à être sur un bâtiment de la Marine nationale, qui va être amené tout au long de sa carrière à faire son métier à partir d'une plateforme mobile. Voilà, donc c'est
C'est pas du tout quelque chose d'annexe, c'est même quelque chose d'absolument prépondérant. Et c'est ce qui fait la spécificité des marins du ciel. Attention sur le pont, tout le monde s'équipe correctement. Casque, gants, brassière, lunettes à poste. Mise en œuvre d'un dauphin au spot Pedro. Moi, je me définirais effectivement avant tout comme un marin, pilote, bien évidemment. Tant qu'on a les roues au sol, les roues sur le pont d'envol, on n'a pas la même couleur de combinaison que les copains d'à côté, mais on n'en reste pas moins des marins. Une fois qu'on est en l'air, effectivement, on passe plutôt sur la partie aéronaute, mais les deux cohabitent en permanence. Fab, la caméra là sur ma tête, tu peux me la déclencher? Ok, on se câble par les 1 et 3, 2, 1. Notre domaine d'emploi est essentiellement orienté vers la mer, bien évidemment. Donc, connaissance du théâtre d'opération pour la partie maritime de ce théâtre. Alors, le fait d'opérer effectivement au sein d'une force constituée comme actuellement, donc effectivement qui est constituée autour du porte-avions, nous amène effectivement à avoir beaucoup d'interactions avec les bâtiments, les escorteurs, ce qu'on appelle les escorteurs. Souvent il y a des bâtiments étrangers qui sont intégrés qu'on ne connaît pas, donc ça demande d'appréhender les environnements des plateformes vers lesquelles on va. C'est des choses un peu inconnues, donc c'est un peu des nouveautés. Ça demande aussi de s'adapter. C'est un métier au final où on a besoin de se remettre en question très régulièrement, de s'adapter aux nouveaux environnements. Donc, ça fait aussi la richesse, on va dire, de cette spécialité de pilote d'hélicoptère embarqué. Le ciel, la mer, et au cœur du navire, l'énergie. David a 29 ans, ingénieur atomicien. Dans les profondeurs du porte-avions, il veille sur le réacteur nucléaire. On voit que... Essaye de le réparer là? Oui. D'accord, ça va. Il dépose le ventilateur et ça marche. il est canalisé et un qui est... Ok, bon ça marche, c'est clair pour moi. Bon pour toi? C'est bon pour moi. À bord, j'ai deux métiers différents. En fait, quand le bateau est en mer, on a une fonction de car qui consiste à faire fonctionner le bateau à la mer et gérer toutes les installations du navire qui lui permettent de faire sa mission. KR pour la suite? Donc à KR, le pupitre il est clair, pas d'avarie à signaler. Ok, bien pris. Et également de faire vivre les gens, donc notamment la propulsion qui fait avancer le bateau, la production d'eau qui permet d'alimenter l'ensemble du bord. Réglé 110, bien pris. Également la production d'électricité. Donc ma fonction de car consiste à vraiment surveiller toutes les installations qui participent à l'ensemble des éléments vitaux du porte-avions. Bonjour patron, on va aller faire une ronde en zone de sécurité nucléaire, vous me suivez? Bien. On y va. Pour la deuxième partie de mon métier, je suis en charge
du maintien et de l'exploitation de la chaufferie avant du porte-avions nucléaire. Il y a 2 chaufferies et moi je suis en charge de la chaufferie avant. Donc j'ai un adjoint qui m'aide dans cette tâche et qui me permet de suivre la maintenance et la conduite de la chaufferie. Ce qui est valorisant dans mon métier, c'est qu'on est vraiment au cœur du fonctionnement du porte-avions. C'est-à-dire que sans l'une des chaufferies, le porte-avions ne peut plus partir en mission, ou alors plus nominalement. Il ne sera plus en pleine possession de ses capacités. Et c'est ça qui nous motive à entretenir la chaufferie du mieux qu'on peut et d'assurer son bon fonctionnement en permanence. On s'en rend pas compte, mais si on perd une chaufferie nucléaire, on perd quasiment littéralement la moitié des capacités du porte-avions en termes de production d'eau et de catapultage également. Donc c'est vraiment essentiel pour nous de faire notre métier au mieux et d'assurer la pleine disponibilité des chaufferies, en particulier en mission, parce que c'est très difficile d'intervenir sur ce genre d'équipement en raison de la technicité et du degré de sûreté associé à l'installation nucléaire. Le porte-avions est un formidable outil technologique qui met à la fois en œuvre du nucléaire, 2 centrales nucléaires, des munitions, du kérosène, des armes, des radars, des systèmes de communication très performants, une capacité de maintenance incroyable d'aéronefs et qui fait appel à des briques technologiques tout à fait uniques et qui font sans doute ce qu'est la France aujourd'hui. Pour autant, après 2 années de commandement à la tête du Charles de Gaulle, je suis assez convaincu que ce qui a fait ce que j'ai vu du fonctionnement du porte-avions comme un outil d'excellence, c'est avant tout les femmes et les hommes qu'il compose, c'est-à-dire son équipage. Le fait de travailler avec des Rafales et des Hawkeye, des avions si particuliers, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté pour moi. C'est assez unique, dans le sens où tous les acteurs font en sorte que les avions puissent être catapultés et appontés, et on fait quand même partie, en grande partie de cette mission-là. À bord, reçu. À bord. C'est vrai que c'est très exigeant. J'ai déjà fait du car sur d'autres passerelles, sur BPC, sur FLF. Le Charles de Gaulle, c'est quand même un bateau qui est très particulier. On n'a pas le droit à l'erreur, et c'est ce qui est d'autant plus excitant parce que on doit donner à tout moment le meilleur de soi-même, et ça, j'adore. C'est quand même un métier, je ne veux pas dire dangereux, mais
qui demande beaucoup d'attention afin que les aéronefs ne se rapprochent pas trop et qu'il n'y ait pas d'incident entre ces aéronefs. Quand les aéronefs rentrent à bord, le travail ne s'arrête jamais vraiment. Ici, les techniciens prennent le relais. Yacine a 24 ans. Technicien aéronautique navale. Mon métier consiste à entretenir les aéronefs, que ce soit Rafale, Hélico ou Hawkeye. Toutes les pièces qu'on considère en panne sur un avion sont envoyées dans mon atelier et c'est à moi de retrouver les pannes et à les remettre dans le circuit. Mais nous, on avait été bloqués par rapport à... Tu te rappelles, on avait été bloqués par rapport à un an, on avait retrouvé le tube, ouais. Je pas ouvert, hein. J'ai rebloqué. Tu peux redesserrer. Tranquille, je te l'ouvre. Si ça se trouve, c'est lui, il faudra qu'on le démonte aussi. Peut-être pas, après ça peut être. Ça. On va refaire un test. Hein. Alors, il faut savoir que je me considère comme un certain maillon de la chaîne opérationnelle. Entre ma manière de travailler et le moment instantané auquel je vais travailler sur cet avion, donc comme un réservoir ou une pièce d'avion, il faut savoir que juste derrière, cet avion va partir et je me sens directement impliqué dans le terme de cette mission. Lumière, tu l'as? S'il te plaît. Merci. On a une certaine responsabilité qui est de, entre guillemets, la vie du pilote, parce que ce qu'on installe sur l'avion doit être fiable et sûr. Et nous, notre plaisir, c'est revoir l'avion revenir en bon état et que tout le vol s'est bien passé. J'aurais jamais retrouvé cette tension dans le civil, c'est bon, pour lesquelles une mission opérationnelle peut être déclenchée quelques heures avant et que nous, quelques heures après, on est sur le feu et on doit partir entretenir un avion qui est prêt à voler et le voir décoller 1 ou 2 heures après. C'est toujours impressionnant de se dire qu'on a bossé sur cet avion, l'avion qui décolle pour une mission opérationnelle que nous-mêmes avons mis les mains dedans, les mains dans le cambouis, comme on dit chez nous.
Alors, les missions du porte-avions et en fait, de son groupe qui l'accompagne, le groupe aéronaval, sont de plusieurs ressorts, plusieurs axes, et correspondent en fait à l'histoire des porte-avions depuis qu'ils existent, depuis les années 1910. C'est d'abord un outil de maîtrise de ce qu'on appelle des espaces aéromaritimes, c'est-à-dire d'une région maritime, d'un espace maritime, au profit d'autres d'ailleurs navires, qu'ils soient de commerce ou militaires. C'est une bulle de protection qui permet notamment de protéger soit des convois de commerce, si jamais ces convois sont menacés, soit d'autres navires de guerre pour qu'ils puissent mener eux-mêmes les opérations militaires qui peuvent aller jusqu'au combat naval. Sur le Charles de Gaulle, les avions ne décollent jamais par hasard. Chaque mission est préparée, pesée, anticipée. Alice a 24 ans. Elle est responsable de la préparation des missions aériennes. Cette année, je suis affectée sur le porte-avions et je suis au bureau des vols. Je prépare les briefings des pilotes sur la partie, on va dire, sécurité de leur vol, c'est-à-dire leur réserver un espace aérien, leur allouer des fréquences, un indicatif, des call signs, tous des éléments qui vont, on va dire, assurer ce qu'on appelle la déconfliction avec les autres avions qui vont voler autour et évidemment avec, ça peut être des drones, des hélicoptères, puis les bateaux. Je me dépêche. En plus, il n'y a plus de bonbons. On m'a dit hier que je devais avoir un plan de vol. Je vais aller jusqu'à la frontière israélienne. En gros, je vais m'avancer dans la FIR israélienne en accompagnant les avions. Là, je t'ai précisé ces fréquences-là. Justement, c'est la fréquence Tel Aviv Control, donc la fréquence militaire. Ouais. Et celle-là, c'est pour s'identifier pour rentrer en Israël. C'est pour se faire ID, pour se faire habiller d'abord pour pouvoir procéder vers Brace et ensuite... Ouais, vers Brace, ouais, c'est ça exactement. En tant qu'officier renseignement, on a une partie de notre travail qui consiste à analyser, synthétiser toute la production renseignement des forces. Pour ton vol, tu es en KINA 140 pour la BFM 17F plus le CAC que tu fais à 10h30, 11h20 et ensuite 11h32, 11h42 pour ton CAC. Ouais. Nous, on récupère énormément d'informations qu'on fusionne, qu'on synthétise et au pilote, on va lui présenter vraiment juste l'information qui l'intéresse. C'est-à-dire que s'il va se rendre dans telle province ce jour-là, dans telle province, telles forces sont en présence, elles se trouvent à tel niveau, elles sont équipées de tel armement, etc. Voilà. Et donc pour les Russes, si tu fais pas de profil d'attaque à moins de 20 nautiques d'un bâtiment russe. Ok, donc ça c'est pour l'overfly. Tu as une stand-off distance de 3 nautiques. Ouais, ok. Enfin rien d'agressif quoi. Ouais, okay. Voilà. J'ai également fait en fait de la préparation de missions tactiques sur Rafale. Et là, il s'agit davantage de briefer le pilote sur vraiment sa mission de guerre. Donc lui présenter l'objectif de sa mission et puis évidemment rentrer dans le détail, la menace qu'il va affronter, l'armement qu'il va utiliser, les tactiques qu'il va employer pour mener à bien sa mission et les objectifs on va dire militaires, donc que ce soit une cible, etc. Dans la partie en OTAM 1, t'as les Russes qui font un exercice, donc c'est des tirs de roquettes jusqu'au Eiffel 660, donc évite d'y aller. Et dans le NOTAM 2, tu as aussi un exercice d'artillerie, c'est pas précisé la nation. Je sais pas si c'est les Syriens ou autre. Ça c'est proche de nous ça. Et jusqu'au 210, ouais. Okay. Donc, alors tu as un autre truc aussi qui s'est rajouté, c'est que tu as un Hercule, un C-130 grec. Ouais. On n'a pas son call sign, on n'a pas son altitude. Il est dans toute la zone en vert transparent là, dans la zone bouche. Ouais. Et de 6h à 11h. Voilà. Et ben c'est clair pour moi. Ok. Prends celle-là, je récupère ça, et voilà, il y a juste l'arnaque à cacher. Dans quelques minutes, les Rafales seront catapultés. Dernières informations, derniers ajustements. Les données circulent, les décisions se précisent avant le dernier briefing.
Katsu 11 en reco seront du coup dans les Killbox 91 Alpha Lima à Boukamal, 94 Alpha Lima à Azaka et en 95 Alpha Fox à Mambidj. Les Lethal 23 en casse se trouvent en 90 Alpha Lima à cheval sur la frontière syrienne et irakienne. Et Damo, donc Drakkar 50 en mission de commande, se trouvera dans la Killbox 90 Alpha Novembre en Irak. C'est tout pour moi. Sur le pont d'envol, les Rafales se préparent à partir en mission. Mais la force du porte-avions ne tient pas seulement à ces avions. Elle tient à ceux qui veillent. 2000 marins, chacun à sa place. Unis par la même exigence. Tenir la mer et veiller. Il faut le dire, on a quand même un métier qui nous demande un certain sacrifice, d'être loin de nos familles. On a quand même des grosses journées et je trouve ça passionnant de partir en mer sur un bateau, d'être engagé vraiment dans les opérations qui font l'actualité. Et on vit des choses quand même extraordinaires, d'être sur un porte-avions qui catapulte des Rafales. Et ça, on le retrouverait dans aucun autre métier.